Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va bien pour vous. Le temps un peu grisou hein, aujourd'hui. Bon, c'est comme d'habitude, hein, un petit peu couvert, un peu de ciel bleu, bon bref. Ben, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, vous avez bien récupéré, voilà. Donc aujourd'hui, je vous ferai une petite lecture d'un sujet passionnant. Je disais il y a pas très longtemps que toutes les vérités, enfin les vérités, c'est un bien grand mot, les vérités, la vérité, de toute façon, change. Donc il y a toujours quelque chose qui bouleverse l'ordre établi. Alors là, je vous ai mis comme image, en fait, bah, vous reconnaissez hein, un espèce de domino, un domino noir qui est un aimant en fait. Et on voit tout autour bah, de la limaille de fer, je pense, avec tous les champs enfin les champs magnétiques plus précisément. Et on sait qu'un aimant, je ne vous apprends rien, il y a un pôle nord et il y a un pôle sud. Et si vous coupez cet aimant en milliards de petits morceaux, vous aurez toujours un pôle nord et un pôle sud. Et ben voilà, est arrivé les recherches de jeunes scientifiques qui ont gagné, je crois, un prix, pas un prix Nobel, mais ils ont gagné un prix en physique, je crois. Et c'est un article qui est tiré des mondes inconnus et scientifiques magazine, très intéressant, Sciences et technologies. Et on va donc parler de magnétricité. Et oui, c'est-à-dire, en fait, ce sont ce qu'on appelle des monopôles. Alors là, accrochez-vous bien parce que c'est assez lourd hein, comme petite nouvelle. Comme quoi, vous voyez que la science évolue, on découvre des choses étonnantes. Bon, c'est une lecture qui n'est pas très très longue, elle tient sur 2 pages, mais de toute façon, je pense que vous aurez la patience d'écouter ma belle voix. Hein. Je rigole, elle est moche ma voix. Ne vous inquiétez pas si je bug de temps en temps, hein, ça pourrait arriver. Vous le savez, c'est pas facile de lire, hein, faut pas croire. Hein. Puis avec un gars de mon âge, c'est encore plus dur. Alors c'est un aimant à un pôle, ça existe. Hein. Vous avez bien entendu, un aimant à un pôle, ça existe. Peut-être certains étaient déjà au courant de ça. C'était donc la grande avancée de la décennie en physique, la mise en évidence de monopôles magnétiques, une découverte aussi incongrue qu'un Roméo sans sa Juliette ou Laurel sans Hardy. Et on passe à la lecture. J'espère que je suis bien. Ouais. Ce qui était donc considéré auparavant comme une erreur de potache ou une entorse au paradigme en passant par une utopie de savant est en fait une réalité. Et la trouvaille n'a pas été faite là où on la cherchait, en plus. C'est rigolo. C'est quand vous cherchez un endroit, bah non, non, ça ne sera pas là. Un aimant possède donc forcément, je ne vous l'apprends pas, un pôle nord et un pôle sud. Coupez-le en deux. Vous savez, c'est l'histoire de la... Elle repoussera, là, je ne sais plus quoi, la queue de la souris. Coupez-le en deux et vous retrouverez effectivement à nouveau 2 pôles dans chacun des 2 segments. Et ainsi de suite jusqu'à l'échelle microscopique. Ainsi s'exprime France Daninos, journaliste à la recherche pour faire comprendre qu'un aimant à un pôle semblait effectivement inconcevable. Enfin, jusqu'à cette découverte, certes, de bonnes raisons théoriques incitaient les physiciens à ne pas exclure une telle possibilité depuis que Pierre Curie, 1856-1906, en avait postulé théoriquement l'existence sur la base des analogies entre le magnétisme et l'électricité. Les 2 piliers de la théorie des champs, il n'existait-il pas des charges électriques positives et négatives séparées? Ah, déjà, c'est intéressant de savoir que Pierre Curie avait déjà postulé hein, pour cette théorie, cette thèse. Paul Dirac en 1902 et 1984 dans le cadre donc, de la mécanique quantique qui lui valut le prix Nobel donc inférait même que ces monopôles représenteraient un certain type de particules élémentaires. Ah. L'hypothèse. Pendant près de 90 ans, l'idée des aimants effectivement à une tête demeura un sujet de conversation
salon entre physiciens chevronnés, leur probabilité n'étant même pas donc abordée dans les cours avancés de physique des classes préparatoires et des grandes écoles, je peux en témoigner. D'après ce que l'on sait, depuis donc des décennies, on les aurait cherchés dans les roches sous-marines, dans les hautes atmosphères et même dans la poussière lunaire. Les accélérateurs à particules aussi. Toujours plus puissants étaient donc censés un jour les débusquer, mais ils demeuraient encore pour longtemps hors de portée. C'est extrêmement lourd et énergétique. 1 million de milliards de fois plus que de protons. Il serait né du Big Bang il y a 14 milliards d'années. Bon, je rappelle la théorie du Big Bang, moi je suis pas un petit peu féru de ça, parce que bon, on dit l'univers aurait 14 milliards d'années. Il y a même des prétendus physiciens qui diraient qu'il a bien plus que ça. Est-ce que l'univers est réellement né? Est-ce qu'il n'a pas toujours existé? Certains disent oui, mais il y a quand même le rayon fossile qui expliquerait l'origine du Big Bang. Ça, c'est un sujet assez intéressant aussi. Hein. Bon, je m'éparpille un petit peu là, c'est vrai. Mais bon, c'est aussi peut-être discutable sur certaines choses, enfin, d'après certains physiciens. À la découverte, or, une surprise de taille s'est produite à l'automne en 2009. Deux équipes indépendantes de chercheurs, oui, ça date de 2009, un physicien à Berlin et à Grenoble auraient donc identifié presque en même temps des cristaux. C'est souvent le cas des grandes découvertes qui sont effectuées simultanément, comme si on les cueillait effectivement juste à point, comme les fruits mûrs. Et ces monopôles magnétiques, nouvelle formule, étaient donc détectés non pas aux confins de l'univers, ni dans le plasma des colonisateurs, mais au sein effectivement de simples cristaux d'une structure tétraédrique, des contraintes de titane, de dysprosium ou d'olimium et l'oxygène des cristaux, aux propriétés étonnantes à très basse température, découverte en 1997, et baptisée glace de Spin, ce qui n'a rien à voir avec des sorbets au citron. Petite note d'humour. Ce sont donc des milieux donc ferromagnétiques dont la structure rappelle celle de la glace d'eau, avec des atomes beaucoup plus lourds, où le spin de ces atomes se comporte comme des aimants microscopiques, la pointe faisant office de pôle Nord. Ce serait en bombardant donc ces cristaux au moyen de neutrons que la présence et même la dynamique des monopôles ont ainsi pu être observées, et ce dans une fourchette de température très étroite, puisque entre 1 et 10 degrés Kelvin, c'est-à-dire entre moins 272 degrés et moins 283 degrés Celsius. Vous imaginez? On en aurait même mesuré le champ magnétique unitaire porté par un de ces monopoles. N'ayant pas l'existence propre, on n'est ainsi pas prêt effectivement de les isoler. Ils ne correspondent pas donc aux descriptions avancées par les autres théoriciens pour les monopoles. On parle pour eux de quasi-particules, rien à voir non plus avec des monopoles cosmiques. Voilà, donc il y a encore un petit article à lire qui ne durera pas très longtemps. Une future source de magnétricité, ça c'est intéressant, magnétricité. Bien qu'on nous assure que plusieurs équipes de chercheurs travaillent déjà sur de possibles applications à l'horizon d'une centaine d'années, et ces monopoles magnétiques, ils pourraient déjà réussir à en produire à la température ambiante. Selon certains, ce n'est pas utopique de très fines couches de cristaux. Le but, en les faisant donc circuler comme les électrons, produire de la magnétricité, une sorte de courant magnétique. Ce pourrait être un moyen de transfert et de stockage d'informations dans une nouvelle discipline, la magnétronique, utilisable pour la fabrication par exemple des disques durs d'ordinateurs qui seront à la disposition de nos petits-enfants. Actuellement, les mémoires d'ordinateurs stockent l'information magnétique, tandis que pour lire ou écrire, ce sont effectivement des charges électriques qui sont utilisées. L'emploi de charges magnétiques à un seul pôle, plus ou moins, apporterait de grands avantages en termes de rapidité et de flexibilité. On a avancé ainsi pour ces monopoles magnétiques des applications
dans le nucléaire par exemple. Meilleure combustion de la matière fossile, les énergies non polluantes, voitures à hydrogène, la médecine, production de moelle osseuse par irradiation, les nanotechnologies. Des perspectives encore bien lointaines, mais en tout cas, pour aujourd'hui, un dogme de la physique fondamentale qui s'écroule, un de plus. Vous voyez? Donc vous voyez, les dogmes, tels que les dogmes, on les comprend, ben, ils s'écroulent. Donc là, grâce au monopole magnétique, ces recherches avec les protons et les cristaux, bien sûr, tout ça, ça se passe un peu à l'échelle microscopique, vous l'avez bien compris. Mais quand même, des chercheurs ont découvert ça, c'est assez étonnant. On pourra faire des disques durs plus rapides, par exemple. Par contre, oui, plus rapides, mais est-ce qu'ils seront capables de garder l'information 1000 ans ou 10 000 ans? Ça, c'est moins sûr. Voilà, parce que malheureusement, vous regarderez justement le reportage sur Arte sur nos supports justement informatiques qui sont une véritable catastrophe par rapport aux supports antiques tels que la pierre. Hein. Par exemple, chez les Sumériens, on retrouve des tablettes avec des écritures cunéiformes et qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont pas été forcément très usées par le temps. Alors que nos supports à nous, ben, ils sont fragiles en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va laisser aux autres civilisations? Je ne sais pas. Ça va être surprenant. En tout cas, une découverte surprenante. Hein. Encore un dogme de la physique qui tombe. Hein. Comme quoi, ben, maintenant, vous entendrez parler de magnétricité et éventuellement, c'est même pas éventuellement, dans les années à venir. Alors, ça ne se fera pas tout de suite, hein, les applications dans le civil, parce que vous imaginez bien que des recherches comme ça et les mettre en application, ça prend beaucoup de temps. Il faut des bureaux d'études, des cahiers des charges, etc. C'est assez long. Et par contre, oui, pour les futures technologies, ça va être sûrement très intéressant. Il y aura moins d'impact aussi au niveau écologique, qu'ils disent, a priori. Et là, il y a un petit encas, il dit « J'ai travaillé il y a plus de 30 ans dans le centre de recherche d'une grande société privée française qui cherchait des applications aux supraconducteurs. » Ah, très intéressant, supraconducteurs. Près du zéro absolu en utilisant beaucoup d'hélium liquide. Ce centre, qui comptait des dizaines de chercheurs, fut fermé lorsque des supraconducteurs dits de haute température, donc céramiques, furent découverts dans les années 1990. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'en avais parlé avec un ami. Pourquoi on a arrêté les recherches sur la supraconductivité à haute température? Parce qu'il faut savoir que ça serait un avantage considérable. Et je pense que justement le monopôle magnétique va pouvoir aider peut-être à la supraconductivité. Pourquoi je dis ça? Parce que, tout simplement parce que ça chauffe. Vous avez un effet Joule. Pour ceux qui connaissent un peu la technique, quand les électrons circulent dans un matériau, il y a des frottements entre les particules, les électrons, et effectivement, les matériaux chauffent. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Voilà. Vous avez la loi d'Ohm, et puis vous avez d'autres lois qui vous expliquent, de toute façon, qu'est-ce que c'est que ces effets Joule. Voilà. Donc c'est une résistance. Si vous faites passer un courant dans une résistance, vous avez une chaleur qui se dégage. C'est un effet Joule, d'accord? C'est normal. S'il faut faire chauffer le radiateur, par exemple. Et donc j'en avais parlé, pourquoi on a arrêté, vous voyez, en 1990, la supraconductivité. Pourquoi? Parce que la supraconductivité a en plus à haute température, c'est-à-dire pas dans le zéro absolu, comme on a vu, 1 ou 10 degrés Kelvin, qui représente moins 273 et moins 282 degrés en dessous de zéro. Non, non, les Japonais avaient même travaillé sur des matériaux avec des températures à 18 degrés. Ils avaient trouvé des matériaux supraconducteurs à 18-19 degrés. C'est pour vous dire, j'avais lu ça il y a très longtemps. Et vous voyez, on a arrêté ces travaux. C'est triste parce que la supraconductivité consommerait rien, quasiment rien, parce qu'il n'y a pas d'échauffement. Donc par exemple, on pourrait faire des ordinateurs où il n'y aurait pas d'échauffement. Vous voyez, les data centers, vous savez qu'un data center, vous savez combien ça consomme un data center? Un data center, je crois, par an. Alors je ne sais pas si c'est par an, par mois, mais je crois que c'est par an, plus de 20 mégawatts. Entre 20 et 30 mégawatts. Ils ont même fait un data center en Islande pour le refroidir avec l'air fraîche d'Islande, bien sûr. Et malgré tout, ça consomme énormément de courant. Il faut savoir qu'un data center, ça peut être l'équivalent d'une ville de 75 000 habitants. C'est-à-dire que quand vous allez sur Internet, vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez sur des data centers. Vous passez par votre fibre ou par la DSL et ensuite tout ça c'est ramené par des routeurs qui vous amènent dans des grandes salles informatiques où vous avez
les données, votre site internet par exemple, si vous l'avez mis en location, il va être en location, il va être mis par exemple en Normandie, vous avez un data center pour Orange par exemple qui est très très grand. Et là, bah, vous allez avoir vos mails, vous allez avoir vos SMS, vous allez avoir vos vidéos, les streamings. Hein, quand vous passez sur YouTube, bah, tout ça, ce sont des data centers. Mais ça consomme énormément de courant. Et puis en plus, il faut refroidir le système. C'est extrêmement complexe à refroidir un data center. Donc ça va manger énormément d'énergie parce que vous avez énormément d'éléments. Hein, moi, j'ai vu des gars, là, je ne sais plus, c'est en Angleterre, qui préparaient un data center. Mais waouh, moi j'ai travaillé un peu dans le câblage, mais là, c'est carrément du délire. Le câblage des baies. Alors tout ça, bon, je m'éloigne un peu du sujet sur le monopole magnétique, mais ça parle des technologies. Donc ça montre bien que c'est dommage qu'on ait arrêté ces travaux sur la supraconductivité, parce qu'on aurait pu faire aussi, par exemple, des véhicules, des trains en suspension magnétique avec de la supraconductivité. Donc aucun échauffement, aucun effet Joule. Waouh, vous imaginez? Vous avez aussi des matières, actuellement, je ne comprends pas non plus pourquoi dans les batteries de voitures, enfin les batteries de voitures, pas les batteries de voitures, mais plutôt les batteries de portables ou d'objets quelconques électroniques, hein, on ne fait pas des batteries au graphène et qu'on arrête le lithium. En plus, le lithium, on sait que le lithium polymère, hein, ce qu'on appelle le lithium polymère, est polluant, c'est très polluant. Le recyclage des batteries, c'est un... vous arrachez les cheveux sur la tête, c'est vraiment très complexe. Et donc, bah, il y a le graphène qui existe, renseignez-vous. Bah, le graphène, hein, c'est un peu comme la limaille de fer, enfin, c'est du carbone. Hein. C'est votre crayon. Hein. Si vous grattez à la surface, vous avez du graphène. Voilà, donc c'est assez intéressant. On pourrait faire des microprocesseurs qui pourraient remplacer le silicium, par exemple, au graphène. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des ingénieurs hein, qui expliquaient ça. Et c'est passionnant. On peut faire des matériaux hyper résistants, comme on connaît déjà par exemple la fibre de carbone, le calvar. On pourrait fabriquer des matériaux avec le graphène aussi, ultra léger et résistant, plus résistant même que l'acier. Donc c'est pour vous dire. Donc on est capable de faire tout ça, mais je ne comprends pas. On a arrêté, notamment pour revenir à la supraconductivité, ces travaux-là qui étaient très intéressants. On aurait aujourd'hui peut-être des machines qui ne chaufferaient pas. Vous imaginez? Donc automatiquement, votre facture de courant, waouh, c'est génial. Peut-être même qu'on pourrait utiliser des énergies vertes pour le coup. On pourrait pourquoi pas avoir des portables même avec des petites cellules solaires, je ne sais pas, hein, j'imagine quelque chose comme ça, qui permettent d'alimenter l'ordinateur. C'est fantastique. Mais non, on aurait aussi d'autres technologies. Certains me parleront de Tesla, mais Tesla, après, il y a des technologies qu'on peut appliquer, d'autres pas forcément. Voilà, parce que c'est appliqué entre découvrir on va dire, un principe physique et l'appliquer, bah, il y a toute une recherche à faire. Ça ne se fait pas comme ça, il y a un bureau d'études et c'est énormément d'investissement parce qu'après, il faut investir dans la matière première qui est la matière grise des hommes. Il faut investir dans le temps, donc ça demande du temps. Voilà. Mais c'est passionnant. Moi, c'est des sujets qui m'ont toujours passionné. Bon, c'est vrai, j'ai été aussi pendant 9 ans dans la technologie, hein, l'informatique. Donc, je connais un petit peu ces sujets-là, c'est normal. Je me mets à jour, même encore aujourd'hui. Vous voyez, je me mets à jour. J'essaye de comprendre comment fonctionnent ces technologies. Elles avancent très, très, très vite. Là, c'est vrai que ça va être intéressant pour les futures générations qui auront des disques durs monomagnétiques et ils pourront utiliser la magnétricité. Donc c'est assez intéressant ce terme d'ailleurs, magnétricité. C'est très étonnant. Mais j'aurais jamais pensé que des chercheurs auraient pu trouver ça à l'échelle des accélérateurs de particules. Hein. On est bien d'accord que c'est au niveau des cristaux a priori, presque on comprend. Ah, les cristaux, hein. Ils récèlent beaucoup de secrets, ces fameux cristaux. Hein. C'est ce que je disais l'autre jour. Les cristaux, que ça soit sur le plan de la lithothérapie, que ça soit sur le plan des technologies, par exemple le quartz, bah, vous l'utilisez dans votre montre. Hein. Quand vous avez même votre téléphone portable ou votre ordinateur, il y a un quartz, il y a des quartz pour donner la fréquence au niveau du microprocesseur. Vous avez des quartz qui sont intégrés à côté du microprocesseur, qui permettent de lui donner sa fréquence. Donc, tout ça, c'est incroyable, quoi, toutes ces technologies. Donc, vous voyez, la technologie peut être compatible avec nous, à condition que ces technologies ne soient pas étudiées, si elle est mise entre les mains de gens sages et non pas de détraqués comme on a aujourd'hui, hein, de psychopathes et de génistes. On peut créer des technologies propres, on peut créer des choses extraordinaires et qui pourraient être un grand coup de pouce pour l'humanité. Voilà, il ne faut pas pour autant renier la science. La science, elle est primordiale, elle a un rôle très important à jouer dans nos vies de tous les jours. Elle peut nous aider à faire moins d'efforts sur certaines choses. Hein. Bon, voilà.
L'homme aussi doit du coup développer aussi ses propres pouvoirs à lui. Bon, ça c'est un autre sujet, hein. X-Men, un peu comme moi, vous voyez, c'est pour ça que, enfin, je suis pas un X-Men, mais quoique, le X-Men, vous voyez, développer aussi ses propres pouvoirs. Vous voyez, je sais pas, ses dons de télépathie, peut-être ses dons de clairvoyance, ses dons de télékinésie, pourquoi pas. Moi, j'avais expérimenté la télékinésie et ça marche, hein. Ça peut marcher, hein, je vous assure. Et avec une cloche sous vide, etc. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, non, non, tu souffles sur l'objet. Non, pas du tout, hein. Vous pouvez le faire, hein. C'est des expériences assez étonnantes, d'ailleurs. Donc, ça montre bien que bah, la technologie peut être au service de l'homme comme elle peut être malheureusement aujourd'hui dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, mais qui ne durera pas, je l'espère, être malheureusement l'asservissement de la société, hein, par le contrôle des gens, vendre vos datas, hein, on parle de vendre vos datas, de vous suivre partout. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, bah, même les gens qui sont à la campagne, vous n'êtes pas à l'abri, malheureusement. Aujourd'hui, il y a des technologies comme les drones, par exemple, hein, qui peuvent aller très loin maintenant. Rappelez-vous, si vous prenez les drones militaires, par exemple, que Obama a utilisés, et pas qu'Obama, hein, qui ont été utilisés notamment pendant la guerre de l'Afghanistan, eh ben, ces drones-là étaient télécommandés à distance, vous voyez, et à des kilomètres et des kilomètres, hein. C'est pas la porte d'à côté, c'est vraiment très loin. Et ils arrivent à distance à télécommander ces drones. Jusqu'au jour où ils créeront des drones qui seront complètement autonomes. Alors ça commence à arriver. Hein, ils commencent à créer des drones qui commencent à être un petit peu autonomes avec l'IA. Et là, ça, oui, évidemment, là, ça craint. Je peux vous le faire admettre. Avec des caméras, du deep learning qui permet de reconnaître, faire la distinction entre un humain et un chien, par exemple, ou un chat. Et oui, les apprentissages par l'IA. Donc tout ça, c'est voilà, tout ça, c'est pour surveiller les gens et c'est pour faire la guerre aussi, hein, aux autres peuples. Voilà, donc c'est assez triste de voir l'orientation que prennent ces technologies alors qu'elles sont passionnantes et intéressantes. Vous avez toujours une histoire de business, hein, toujours une histoire d'argent. Hein, voilà. De toute façon, on sait très bien que le système, là, ils veulent nous mettre tous avec une puce, hein, pour pouvoir effectivement nous fliquer et qu'on ait un compte bancaire sur nous. C'est-à-dire qu'on va devenir des logiciels, comme disait Pierre Jovanovic. On va devenir des softs, hein, pour Microsoft peut-être. Ouais, et oui, alors il faudra choisir. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est pour ça que maintenant, bah, il faut créer des associations. Elles sont déjà faites, hein, parce que là, il va falloir que des gens rentrent en résistance et se soutiennent mutuellement. Parce que il y aura, je pense, deux sociétés. Il y aura celle qui refusera ce système, avec tous les risques qu'ils encourent, évidemment. Ça sera les héros, on va dire, hein. Comme disait George Orwell, c'est être héroïque de dire la vérité dans un monde de dictature, hein. C'était à peu près ça ce qu'il disait. Donc oui, c'est d'être héroïque, hein, de dire la vérité dans un monde de dictature. Parce que là, je suis désolé, mais on rentre justement, avec ces technologies, on rentre dans une techno-dictature. Vous voyez? Alors que ces technologies pourraient être utilisées autrement. Elles peuvent être très intéressantes dans beaucoup de domaines, dans le transport en particulier, dans beaucoup de choses. Il faut pas forcément rejeter le progrès. Rejeter le progrès, c'est rejeter ce que nous sommes aussi. Nous sommes des êtres créatifs dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il faut arriver à concilier une technologie intelligente, pas trop loin, une technologie, voilà, qui a ses limites aussi, hein, je pense, voilà, parce que là, on dépasse les limites, je pense, sur beaucoup de domaines, justement. Et puis, allier cette technologie intelligente avec ce que nous sommes en tant qu'individus, c'est-à-dire la tradition, un petit peu comme dirait Julius Evola. Je ne sais pas si vous connaissez Julius Evola, c'était un philosophe je crois, du XXe siècle, qui est décédé en 1977, qui avait écrit La tradition contre le monde moderne. Alors bon, il était contre le monde moderne, en tout cas ce qui prenait la forme que prenait ce monde moderne. Et la tradition peut effectivement être importante pour nous. On aura toujours besoin de nos petits artisans, de nos peintres, de nos musiciens. Vous voyez. Après, je pense que cette technologie, il faut la mettre à sa bonne place. Voilà, il ne faut pas déborder pour qu'elle nous submerge. Ce que l'on est en train de voir aujourd'hui, c'est plutôt une technologie de la consommation. Hein, vous le voyez, hein, que tout est une question de consommation. Quand vous prenez l'informatique, par exemple, là j'écoutais, c'était quand, hier ou avant-hier, il y a, comment elle s'appelle, Lisa Hu, qui est la patronne du CE de chez AMD. Ils sortent maintenant un processeur tous les ans, il y a une nouvelle génération de processeurs. Mais ça sert à quoi? Si vous utilisez votre ordinateur pour aller effectivement sur Internet,
quel est l'intérêt? Le seul intérêt que vous aurez, c'est si vous jouez à des jeux qui sont très gourmands au niveau de ressources graphiques. Hein. Oui, à la limite. Et encore, même les cartes graphiques gèrent tout ça aujourd'hui. Mais c'est pareil, même dans les cartes graphiques, hein, je vous parle un petit peu en tant que connaisseur, bah, en fait, oui, mais on va vous dire, il y a des nouvelles technologies comme le ray tracing. On peut avoir les reflets, etc. Le ray tracing, c'est le principe de projeter un rayon lumineux sur un objet avec une caméra et vous obtenez une image de synthèse magnifique hein, avec des réflexions, de la lumière dessus, voilà, des ombres, voilà. Donc c'est vrai que les jeux maintenant peuvent utiliser le RTX, les nouvelles cartes Nvidia qui utilisent le RTX, donc le ray tracing. D'ailleurs, il y a même AMD qui va sortir ses RDNA2 a priori. Mais tout ça, c'est ludique, c'est le côté ludique, voilà. Mais vous n'avez pas besoin de ça, si simplement vous faites des trucs très simples, voilà. Parce que sinon, bah, ça devient un produit de consommation. Vous voyez bien que c'est lié au système commercial. Tout ça, c'est lié à l'argent de toute façon aussi. Hein. Voilà, donc c'est comme les voitures. On en sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, à un moment donné, il faut savoir être équilibré, mais là, on est dans une folie, on est dans une espèce de spirale, un peu comme ce champ. Il y a un trou là, vous voyez, une espèce de trou. Et on est un peu dans cette espèce de spirale, je sais pas, infinie. Hein, on n'en voit pas le bout. Il faut arrêter, quoi. Il faut mettre la technologie ou la science à sa place, comme il faut mettre la philosophie, la spiritualité, la sagesse de l'homme à sa place, et c'est tout, en harmonie avec la nature. Voilà. Parce que la nature, nous sommes sur cette terre. Ce n'est pas forcément notre technologie qui va nous sauver éventuellement de grandes catastrophes. C'est possible, mais par exemple, des chutes de météorites, hein, je ne parle même pas de météores, parce que du coup, un météore, c'est bien plus gros qu'une météorite, pourrait avoir effectivement des incidences énormes. Là, j'ai lu aussi dans ce même magazine très intéressant, l'inversion des pôles solaires, prévue pour 2022. Donc accrochez-vous, il y a des probabilités de coupure justement au niveau des télécommunications. C'est tout à fait probable qu'il y ait des éruptions solaires extrêmement violentes qui pourraient donc toucher la ionosphère et toucher par le coup toutes les télécommunications, notamment les ballons sondes qui seraient en atmosphère ou les satellites, les éventuels satellites, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas aux satellites. Après, bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça pourrait avoir un impact sur nos communications, voilà. Sachant que oui, Internet est quand même très utilisé, il est vrai, par les câbles. Hein, beaucoup, il y avait un spécialiste en télécommunications qui dit que 90 ou 95% des communications Internet se passent sous l'océan. Hein, vous avez des câbles avec la fibre optique qui passe et très peu en fait de satellites. Bon, voilà, bon, ça c'est encore une autre question. On pourrait en reparler éventuellement, pourquoi pas. Mais en fait, ça peut avoir un impact hein, sur les centrales électriques. Hein, je crois que c'était en 1946 ou 56, plutôt 56, il me semble, aux États-Unis. Il y a eu tout un réseau de télégraphes comme ça qui avait disjoncté avec des éruptions solaires. Hein. Il faut savoir que les éruptions solaires sont extrêmement puissantes. Quand il y a des éruptions, c'est plusieurs millions de kilomètres. Hein, c'est énorme. Hein. Donc ça peut avoir une incidence sur notre magnétosphère terrestre, justement, et avoir des incidents évidemment sur nos communications électriques. Sachant que bah, les civils ne sont pas très bien protégés, les militaires sont mieux protégés par ce genre de radiation, enfin ce genre de champ, parce que du coup, eux, ils ont des systèmes blindés, ils ont des composants électroniques de première classe. Nous, on n'a pas des composants forcément électroniques de première classe, il faut le savoir. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit peu le sujet. Je me suis un petit peu étalé sur autre chose, mais sujet intéressant hein, de savoir qu'il existerait les monopoles. Voilà, voilà. On apprend tous les jours. Hein. Voyez, même jusqu'à son dernier souffle, on apprend. On apprend toujours. Voilà. C'est pour ça qu'une vie ne suffit pas pour connaître vraiment tous les domaines. Hein, parce que moi, je suis passionné par beaucoup de domaines. Et c'est vrai que ce n'est pas une vie qu'il nous faudrait, c'est plusieurs vies. Sauf si nous avons l'immortalité, pourquoi pas, un jour, de l'âme et de l'esprit, du corps et je dirais de l'âme, parce que le corps aussi, pourquoi pas. Ou alors on changerait de corps comme on change d'habit. Voilà, c'est ce que diraient les dieux, en fait, en quelque sorte. Hein, les dieux changeraient de corps comme ils changent d'habit. Pourquoi pas? Après tout, on n'en sait rien. Hein, voilà. Un peu à la Star Trek, j'en sais rien. La téléportation, du coup, ah, ça serait génial. Mais pour le moment, on n'en est pas là avec le corps humain hein, sur la téléportation. Vous imaginez bien ce que ça peut impliquer. Donc, bah oui, toutes ces choses arrivent, hein, elles arrivent.
Mais c'est pour dire, si on a effectivement l'immortalité, ben, on pourrait apprendre toutes ces choses et on pourrait apprendre. Certains diraient oui, mais on va peut-être s'ennuyer aussi à un moment donné. C'est vrai que ça fait peur. C'est un peu une dimension du vertige, un petit peu, hein, quand on parle d'éternité ou d'immortalité. Nous, en tant qu'humains, on est là. Moi, je me dis, waouh, c'est c'est gigantesque. C'est une espèce de vortex infini. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette grandeur de temps? Si on peut appeler ça une grandeur de temps, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Alors, est-ce que la mort n'est pas utile quelque part? Peut-être, je ne sais pas. Après, c'est un grand point d'interrogation. Ça, c'est pareil, hein, c'est des sujets ésotériques, des sujets spirituels, mais aussi même des sujets scientifiques. Ouais, c'est un grand mystère, ça aussi. Qu'est-ce qui se passe après? Hein, certains disent qu'il n'y a rien, d'autres qui disent qu'il y a quelque chose. Ah ouais, on pourra en discuter un jour dans un live. Ça peut être intéressant. Avec, bien sûr, des argumentations des uns, des autres. Vous voyez. C'est ce que je vous ai dit, hein, la vérité. Moi, j'ai toujours observé que la vérité a plusieurs facettes, elle a de multiples facettes. Vous voyez, un petit peu comme cette vérité. En plus, c'est des travaux qui datent quand même de 2009, je crois, donc c'est pas récent. Et là, ils viennent de faire grâce à des accélérateurs de particules, il me semblerait. Et donc, voilà. Écoutez, je suis bavard ce matin, enfin du moins en ce début d'après-midi plus exactement. Je vais vous souhaiter ben, un bon dimanche, plein de bonnes choses, et puis prenez soin de vous surtout, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.